Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le Salon Tactique. Ravi de vous retrouver dans cette 6e émission. C'est toujours un bonheur d'être avec vous tous les soirs pour débriefer les différents matchs de la journée. Alors encore plus quand c'est un jour de victoire française. Vous avez devant vous un Zach souriant, un Zach de très bonne humeur, mais un Zach qui n'est surtout pas tout seul. Je suis encore une fois accompagné ce soir de monsieur Dan Pérez. Comment vas-tu? Salut Zach, bah, ça va, tout va bien. On a vu un bon match des Bleus, ça fait plaisir. Donc hâte de faire l'émission. Non, vraiment, ça fait super plaisir. Je suis d'accord avec toi et ça fait plaisir de pouvoir le partager parce qu'on a tellement de choses à dire. On va consacrer l'essentiel de l'émission à l'équipe de France. On parlera également des autres matchs, mais on va en parler pas qu'avec Dan Pérez et moi, mais aussi avec monsieur Raphaël Cosmidis. Comment vas-tu? Salut Zach, ça va? Je suis de très bonne humeur parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a fait rire sur le chat en mettant Dan, qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Et c'est déjà ça qui m'a fait rire bêtement pendant que je vous écoutais vous présenter. Beaucoup de Non, choses. non, de bonne humeur, oui, l'équipe de France, on en reparlera, ce sera évidemment le sujet principal, c'était très intéressant. Et on a survécu tous les deux, Zach, au match Argentine-Mexique. Et je pense Oui, qu'on mérite d'être félicités, comme tous les gens qui ont regardé ce match-là, d'être ouais. félicités parce qu'on était beaucoup moins stressés que les acteurs, mais du coup beaucoup moins passionnés aussi parce qu'ils ont proposé et on est encore vivant, donc bravo à nous. Comme j'ai dit, toutes les personnes qui, les autres années et j'en voyais de temps en temps dans ma TL Twitter, mais qui, par passion pour le football sud-américain, voire des fois aussi simplement pour Lionel Messi, passaient leur temps à regarder les qualifs de CDM, voir la Copa América levée à 4 heures du matin, enfin coucher pardon du coup à 4 heures du matin pour voir ce genre de match. Ça, c'est des mecs à la détermination, sans faille. Voilà, j'ai envie de te dire. Ils ont porté l'idée jusqu'au bout et c'est vrai que quand tu vois des Argentine-Mexique comme ce soir, ça fait pas super plaisir. Mais avant de parler d'Argentine-Mexique, avant de parler de Mexique-Pologne, pardon, Pologne-Arabie Saoudite, avant d'éventuellement toucher quelques mots sur Tunisie-Australie, on va aller sur le match du jour. France-Danemark, victoire 2-1 des Bleus qui se qualifient pour la phase finale de Coupe du Monde, qui arrête la pseudo-malédiction qu'elle a elle-même engendrée en 2002 en sortant au premier tour. Donc depuis 2002, tout le monde, enfin tous les gagnants de Coupe du Monde sortaient au premier tour. Bah ça y est, c'est terminé. Nous, on ira en huitième. Peut-être premier de groupe. Je crois que ça se joue à pas grand chose. Il y a encore un monde où éventuellement, si l'Australie met un score au Danemark et nous on paiera contre la Tunisie en même temps, on pourrait peut-être ne pas passer. Mais en dehors de ça, on a quand même de grandes chances de finir premier. Un match qui a été, à mon sens, alors je vais pas dire directement tout ce que j'ai à dire. Je vais juste dire qu'à mon sens, ça a été un match que j'ai apprécié, un match émouvant, un match de qualité avec pas mal de certitudes collectives. J'en ressors rassuré et j'en ressors content. Là, de prime abord, avant de parler vous-même là de choses que vous avez pu remarquer, etc., parce que je pense qu'on a Attends, tous vu le excuse-moi Zach, excuse-moi. Il y a Vandercrack dans le chat qui vient de dire: Raphaël, plus la Coupe du Monde avance, plus il s'améliore physiquement. Le 18 décembre, c'est Brad Pitt. Et- Ouais, 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 je vise plutôt le Jason Statham, mais il va falloir que je pousse un peu à la salle là, ça là, mon abonnement est pas très utilisé. Mais ça m'a fait rire aussi. Merci Van der Kraak, c'est gentil, j'espère que la trajectoire va continuer, tu vois? J'espère les, vivre physiquement ce que vit Griezmann sur le terrain. les petites remarques bien senties, elles font plaisir, elles font plaisir. Du coup, comme je disais, de prime abord, qu'est-ce que vous avez ressenti sur le match? Quelle est votre opinion la plus brute avant qu'on ne rentre dans les détails? Dan. Moi, j'ai ressenti déjà du plaisir quand même de voir une équipe cohérente, qui donnait le sentiment et qui illustrait son travail depuis le premier match. Une équipe qui était impliquée, organisée, qui se créait des occasions, qui en a pas concédé beaucoup et qui concrétise à la fin au score sa domination nette sur le match. Donc c'est Ouais. globalement un match très plaisant à voir. Plaisant aussi parce que le score concrétise ce qu'on a vu dans le contenu. Et voilà, il y a beaucoup de plaisir aussi de voir des joueurs comme Griezmann retrouver une telle lumière. Et puis, heu et puis du plaisir à comprendre ce que l'équipe de France essaye de mettre en place. Donc voilà, beaucoup de plaisir. Raph. Ouais, bah, Dan a parlé de la partie collective, donc je vais continuer sur ce qu'il a dit sur le plan des individualités. Je pense que l'homme qu'il faudra retenir de ce match et il faudra qu'on développe largement, c'est Griezmann. Oui. Qui est la grosse, c'est pas une surprise non, parce qu'il a toujours performé en équipe de France, mais il y a quand même beaucoup d'indicateurs ces dernières années qui pouvaient laisser penser que la coupe du monde 2022 de Griezmann serait pas forcément très simple et il Oui. démarre sur un gros rythme. Il y a d'autres confirmations individuelles,
On en reparlera beaucoup de ce que l'équipe de France peut faire défensivement et le match de Dembélé, par exemple, que ce soit Ouais, offensivement ou défensivement, très complet, a encore marqué des points dans la lignée un peu de ce qu'on avait dit lors du premier match où on s'était dit finalement défensivement, il n'a pas mis en difficulté l'équipe de France. Et là, il a encore, sur ce plan-là, été bon. Rabiot qui performe encore, ou Upamecano qui a encore fait des choses dans la relance. Donc il y a une espèce de continuité. Hernandez qui est encore décisif. Donc il y a vraiment une continuité par rapport au premier match, contre un adversaire plus fort, que tu as encore dominé. Alors tu as eu un trou d'air, comme contre l'Australie, mais les chiffres avancés confirment que tu as été largement supérieur. oui, Et ça, c'est beaucoup de choses positives. Tu vois, c'est difficile de sortir un joueur et de dire, il a mis son équipe en difficulté. Peut-être que des joueurs ont été un peu en dessous d'autres, mais tu commences vraiment à te dire: «OK, cette équipe-là est capable de défendre, est capable d'attaquer avec beaucoup de variété et en plus, tu as des joueurs sur le plan individuel qui sont au-dessus». Donc c'est difficile de voir du noir après un tel match et c'est rare finalement dans l'ère Deschamps de sortir d'un match de poule de coupe du monde en te disant ou de poule d'Euro même, en te disant, «Waouh, quelle équipe!» Faut se souvenir que la plupart des matchs de poule ont été souvent laborieux avec Deschamps, hein. oui, totalement. 2016, c'était extrêmement laborieux. 2018, les 2 premiers matchs, Pérou, Australie, sont très compliqués. Pérou, Donc ça là, allait tu vois? mieux, si je me rappelle bien, le passage au 4-2-3. Je Ouais, me rappelle que quand on sort du match contre le Pérou, on se dit pas trop mal. Bon, ouais, mais contre C'est toi, plus tu solide, gagnes. mais c'est pas flamboyant, quoi. C'était pas comme ce soir, hein. Là, tu es à 21 tirs oui, contre le Danemark, qui est oui, demi-finaliste de oui, l'Euro 2020, tu vois? Donc Ah, totalement. c'est non, non, énorme. je pense que c'est le match de poule de Deschamps le plus abouti depuis qu'il a Oui. l'équipe de France Je et sais c'est pas pour s'il ça y a que une statistique avancée que tu as, mais moi, il me semble qu'à la mi-temps, et c'était ça dans ma tête, ils n'ont pas été quasi dangereux, les Danois. Genre, il me semble qu'ils Il y avaient a ils ont eu 13 beaucoup de tirs mal à à 2 à la mi-temps, ouais. voilà, bah, ouais, je te donne les XG à la mi-temps et je te les donne à la fin du match. Donc les XG pour les gens du chat, c'est les expected goals. Donc en gros, combien de buts auraient dû être marqués par chaque équipe par rapport à la qualité des occasions. La France est à quasiment 1 à la mi-temps, le Danemark est à 0,05 à la mi-temps. Donc il y a rien. voilà, Et la voilà. France finit à 2,42 le match contre 0,64 pour le Danemark. Donc c'est vraiment une domination totale, avec certes un but sur coup de pied arrêté du Danemark, comme l'avait annoncé Monsieur Dan Perez, qui avait dit: «Attention, Totalement. attention les coups de pied arrêtés». Ça lui tenait à cœur, c'était prévisible sur ce point-là, mais le reste par contre du jeu a été, tout a été à l'avantage de la France et ça c'est bien. À part la possession de balle, mais on s'en fiche un peu de toute façon quand il y a autant de choses, et puis c'est très léger, hein, les 2 équipes se sont partagées le ballon. Ouais. Alors moi, vraiment, les amis, ce match m'a fait hyper plaisir parce que c'était un Danemark dont j'avais un petit peu peur. Quand j'ai vu la structure qu'ils avaient pris, le 3-4-3, je me disais: «Oh là 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 là, Lindstrom, il peut nous faire mal, Damsgaard peut nous faire mal. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir face à ça?» tu vois? Et on a retrouvé une équipe de France qui défendait de manière similaire par rapport au premier match. Hier, on a passé une bonne partie du temps à s'imaginer Griezmann à gauche pour peut-être justement avoir le milieu, donc à savoir Rabiot, Tchouaméni dans l'axe et Dembélé à droite, mais au final pas du tout. Et très vite, dès les 2 premières minutes, j'ai même mis un message dans la con, j'ai fait ah, Griezmann défend à droite. Donc du coup, ça a défendu en 4-4-2 classique, en prenant le risque du coup de se retrouver avec un milieu avec deux côtés Rabiot, Tchouaméni et de l'autre côté Griezmann, Dembélé. Mais au final, ça a tenu, ça n'a pas été trop exploité par les Danois. Bah, Dan, alors, j'ai vu, clé t'étais pas totalement d'accord. non, non, c'est juste, sur le 4-4-2 classique, tu as dit quand on dit 4-4-2 classique, on entend alors je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais en Ah, dis-moi. général, quand on dit 4-4-2 classique, on entend un repli à plat, donc les 4 milieux à peu près à plat comme ça. Ouais, C'est pas exactement ce qui s'est passé. ouais, D'ailleurs, on l'a vu sur, je sais pas si on je vais passer au tableau vite fait. ouais, En vas-y, vas-y. gros, tu as expliqué que avant de passer au tableau, juste tu as expliqué que l'équipe du Danemark, était en 3-4-2-1, donc avec un carré au milieu et donc avec Damsgaard, avec Lindstrøm, Eriksen, Højbjerg, donc beaucoup de joueurs de manière de ballon au milieu et l'équipe de Ouais. France a très bien répondu sur ça et en gros, pour vous montrer un peu, Oh là là, le si tableau, le premier du si on soir. voit bien là, j'ai mis que l'équipe de France, en bleu. Donc ça, on va dire que c'est la compo de départ. OK. Donc il y a votre défense à 4, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann et les 3 attaquants. Donc ça, on va dire, c'est sur le papier et en fait, la manière dont l'équipe de France s'est repliée, en gros, c'est pas en faisant un 4-4-2 à plat, mais ce qui a été particulièrement marquant, c'est que Dembélé, encore plus qu'au premier match, parce qu'on l'avait signalé et Raphaël Attends, l'avait très bien il est en train de souligné, disparaître de l'écran Dembélé, Dan, recentre-toi qu'on voit bien Dembélé le tableau. Voilà, il Voilà. est là.
Ouais. Ici, Dembélé, encore plus qu'au premier match, il est venu vraiment faire le Oui, troisième milieu, mais vraiment comme un relayeur, heu, avec, heu, avec des réflexes des vrais réflexes de relayeur et une zone à surveiller entre Tchouaméni et lui, comme ça, pendant que Griezmann, lui, venait pas tout à fait comme un double pivot, venait plutôt un peu plus haut. Il était notamment chargé de surveiller la zone d'Eriksen et il y ouais, a Giroud qui venait un peu l'aider et oui. Mbappé qui était décroché. Donc si j'exagère, l'équipe de France défendait comme ça. Donc une défense Non, à non, 4, ouais. C'est un Dembélé, 4-3-3 asymétrique. Si on devait utiliser un mot, je pense que ce serait 4-3-3 asymétrique, en fait. C'est un peu ou un ouais, 4-3-2 ou Mbappé, tu vois? 4-3-2-1 C'est et 4-3-2 et Mbappé, et tu vois? Dans la fonction. et vraiment avec Dembélé qui laissait le piston et qui ne sortait sur lui que vraiment sur le temps de passe, c'est-à-dire Ouais, sur lorsque le la temps de balle passe. allait sur le piston, soit Koundé était proche et sortait, soit Dembélé basculait et là ça basculait, soit Griezmann redescendait pour faire les 4, soit Tchouaméni et Rabiot redescendaient. Mais ce qu'il Et on faut a même retenir vu de ce Giroud sur match. les côtés des fois, à des moments, hein. Ça m'a fait Oui, drôle, ça alors bien. ça pour le coup, ça fait partie de l'implication globale qu'il y a eu. C'est-à-dire que Giroud a été, comme d'autres, hein, a été dans la compensation énormément et donc on l'a vu courir, il était dans sa surface au bout de 10 minutes et ça, c'était c'est une option, c'est l'option qu'a prise Deschamps. On aurait pu penser que parce qu'il avait identifié les problèmes, on le savait. Deschamps avait identifié les problèmes et donc qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de se dire: «Je vais tout changer», il a insisté et ajusté notamment le positionnement de Dembélé et de Griezmann et Dembélé, je ne sais pas ce que tu en as pensé Raph, mais moi, il m'a scotché. Alors, on parlera peut-être de la Mais partie offensive après, mais il m'a scotché dans sa discipline et dans sa Ouais. compréhension de ce mais poste-là et de ce rôle-là. rappelle-toi, déjà après le premier match, j'avais dit qu'il m'avait étonné sur ce plan-là. Je vous avais posé la question, je vous avais dit: «Qu'est-ce que vous avez pensé de Dembélé défensivement?» Zach, il avait dit qu'il avait rien remarqué de particulier parce que justement, il avait pas mis en difficulté son équipe, alors qu'on aurait pu s'attendre à un Dembélé un peu déconnecté sur certaines séquences. Alors autant si Mmh, tu me reposes la question ce soir, j'ai vraiment kiffé. Au-delà même de ouais. ce que je pensais qu'il pourrait faire. Mais de toute façon, on avait dit lors de l'émission d'hier, je crois que ce Giroud et Dembélé allaient devoir, être Le très test, présents pour le rester test, dans ouais. l'équipe et quand tu vois d'ailleurs les positions moyennes, Giroud a une position moyenne 20 mètres plus bas que Mbappé parce qu'en fait, ses ballons touchés défensivement et offensivement sont en général plus bas que Mbappé et Dembélé, pareil, il a une position assez basse parce qu'il a été très actif défensivement. Après, Dan l'a dit, Deschamps a pas tout changé et a misé sur la continuité en misant sur justement l'implication défensive de ces joueurs-là. Mais il y a un joueur qui permet tout ça par son volume défensif, c'est Griezmann. Ouais, C'est-à-dire Mmh. que je pense que c'est le seul 10 au monde, parce que finalement c'est un 10 en équipe de France. Depuis 2018, ça a toujours été un oui, 10. C'est le numéro 10 de l'équipe de France. Et je pense que c'est un des seuls 10 qui peut tenir ce rôle, qui peut venir gratter des ballons comme ça. Il y a des séquences où il venait aider un latéral, il grattait les ballons dans le pied de l'adversaire, il relançait proprement, il se projetait, il était là pour être percutant ensuite. C'était étonnant, tu vois, l'action là. D'ailleurs, la passe D qu'il fait pour Mbappé, c'est un ballon que l'équipe de France récupère assez vite, ça va vite vers l'avant. Puis il ouais. accompagne l'attaque, il se présente pour venir aider, Coman, je crois, qui joue en retrait et il est là pour donner un ballon parfait et en termes de volume, ce qu'il fait, c'est fou, tu vois? Et d'ailleurs, C'est du volume c'est pour ça. d'un grand relayeur et d'un milieu de tu l'impression qu'il a toujours été milieu de terrain 8-6, quelque chose comme ça, c'est assez fou. Et c'est à mettre au crédit aussi de Deschamps parce que s'il avait on en parlait, hein, hier, rappelez-vous, s'il avait changé d'animation défensive en imaginant une option qu'il avait envisagée, c'était de faire replier Griezmann à gauche. Mais Ouais. Mmh. rappelez-vous, on se posait la question sur: «Est-ce que ça va pas contraindre Griezmann ensuite à la récupération? Est-ce que l'équipe va pas se priver de sa qualité sur les transitions, Ouais, de ouais. sa liberté?» On sait que Même Griezmann a Rabiot aussi, besoin Rabiot d'être dans ses libre. zones préférentielles, ouais. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces tout petits ajustements, ça a permis de garder ces petits ajustements défensifs plutôt qu'une révolution, ça a permis de garder le rôle de Griezmann absolument extraordinaire, aussi sur la partie offensive. Ouais Heu, et juste, il y a quelqu'un qui en parle sur le chat là, il y a une passe qui a été vraiment marquante, c'est Lucas qui en parle sur le chat ou Lucas, je le dis comme Lucas Hernandez, qui dit: «La presque passe D pour Mbappé, il a une passe à la Pogba en première période». Je sais Oui. pas si vous vous souvenez, dans un Oui, 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 intervalle mais je pense qu'elle nous a et tous marqués. il a joué son rôle de 2018 plus le rôle de Pogba 2018 sur l'action. Il a gratté le ballon et derrière il donne une passe parfaite dans l'intervalle et c'était vraiment marquant. Je vous donne juste les stats de Griezmann sur ce match et je laisse Dan continuer.
1 passe D, 3 occasions créées, 2 tirs, 5 passes longues réussies sur 6 tentés, 4 tacles réussis, soit autant que Tchouaméni. Les 2 sont records ex aequo sur le match, 2 interceptions et 1 tir bloqué. En fait, sa feuille de stats défensive est la même que Tchouaméni. Moi, vraiment, un des trucs que j'ai kiffé, sincèrement, sur, Griezmann, en plus, là, on fait un peu la part à ses efforts défensifs et cetera. Moi, j'ai kiffé, mais vraiment, ça a été sa capacité en transition et ça se voit que c'était sa volonté première, à accélérer le jeu en une touche. Genre, le nombre de passes qu'il envoie en profondeur comme ça en une touche ou pour orienter très rapidement, ça a permis à beaucoup de moments d'avoir Théo Hernandez qui arrive avec 50 mètres devant lui, Mbappé parfois, ou alors ne serait-ce qu'au bloc de pouvoir remonter très vite. Limite, des fois en première mi-temps, je me disais ça pourrait aller encore plus vite, mais j'ai bien aimé ça. Genre la façon dont il a orienté le jeu, des fois en une touche très vite pour que ça y aille, c'est quelque chose qui m'a plu. Voilà. Mais d'ailleurs, on en parlait hier, tu en as vachement besoin, au moment de la récupération du ballon. Il est très intelligent, tu as décrit ça très bien et effectivement, dans ce rôle-là, tu le gardes au centre et avec sa capacité à se connecter, en fait, tout le temps parce qu'il va à gauche, il va à droite. Sur l'action du deuxième but, il est à droite. Alors on nous demande le nombre de kilomètres, je ne sais pas si le rapport de la FIFA est sorti, peut-être qu'il sortira, Ouais, je suis en train de jeter un œil, tu es en train de Donne-moi, je vais vous regarder dire Raphaël? ça, ouais, OK. je vais vous dire Mais, ça. Zach, je ne sais pas si tu peux mettre, la Bien 1re ou sûr. la deuxième Tu veux capture le premier, le deuxième? Je je peux, t'avais comme tu veux envoyée. regarder Bah les amis, on a bah, mets travaillé un le truc. vas-y, mets la deuxième, mets la deuxième. OK, alors On laissez-moi un tout on petit on va instant. essayer de vous montrer ça, Les amis, en plus du tableau, regardez ouais, en comment on fait. travaille ici! Bon, ça, c'est un des moments du match, mais il y en a plein comme ça, donc vous voyez que ça resserre. Il y a une petite ligne de 3, vous la voyez et il y a Griezmann devant eux, juste devant, Tchouaméni et vous voyez que Giroud aussi revient dans le rond central, donc vous avez ce qu'on vous décrivait tout à l'heure au tableau. Voilà, exactement. En gros, il y avait Højbjerg et Eriksen, deux joueurs assez costauds, dans l'utilisation du ballon et dans le maniement du gelon et Griezmann et Giroud, enfin surtout Griezmann, ont eu pour rôle d'essayer de surveiller cette zone-là et donc tu peux montrer aussi le 1er par exemple, la première capture, si tu peux, Zach. Bien sûr, bien sûr, bien Hem, sûr. Regarde, hop, je zoome, je fais F11, hop là! ouais, voilà, donc on revoit là, c'est le coup d'envoi, donc on voit tout de suite, en fait, on comprend tout de suite ce qui va se passer et ce qu'on a vu. Oui, sur le chat, on me demande, il y aura un papier, ouais, il y a un papier tactique qui sort, soit, ce soir, cette nuit quoi, ou soit demain matin sur le site de l'équipe. Donc juste pour finir, voilà, on voit encore entouré, vous voyez Dembélé, donc vraiment il referme comme un relayeur, ça c'est dès le coup d'envoi, donc on C'est ouf, hein, comprend c'est comment ouf l'équipe le de France va se placement, déployer. autant refermer, enfin, comment Voilà, avec Rabiot réaxer, de l'autre côté. Tu vois, tu as c'est un Dembélé, travail de Tchouaméni, dingue. Rabiot dans l'ordre et Griezmann devant eux, qui surveille et Eriksen et ça un peu, ça annonce l'organisation défensive de l'équipe sur le match et ça a totalement, annihilé en fait ce que cherchait à produire le Danemark Mmh. avec son non seulement ça a annihilé la production des quatre meneurs, on va dire des 4 bons joueurs de ballon à l'intérieur du jeu et surtout ça a permis d'empêcher le Danemark d'utiliser le jeu long pour aller chercher ses pistons. Parce que tu Oui, avais des c'est ce que pistons j'allais dire, contre j'ai une trouvé défense que à les 4. pistons, ils étaient souvent seuls, les pistons danois, mais ils avaient pas été très, très activés, j'ai eu le sentiment. Bah, voilà et donc le travail de Griezmann et de Giroud, si tu veux, à la source, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de tu as 2 manières de gérer. L'Équateur, rappelle-toi, avec contre les Pays-Bas, ils avaient mis des pistons contre des Oui. pistons pour défendre à 5 sur la largeur et l'autre manière, enfin une des autres manières, on va dire, c'est de chercher à couper à la source les possibilités de renversement et à part à quelques exceptions, l'équipe de France l'a très bien fait. D'ailleurs, je te coupe rapido, mais si tu peux me remettre en full screen, je vais voir montrer les kilomètres, les Ah jolis oui, kilomètres. Regardez, ouais. les amis, donc regardez, Alors si carrément, tu je s vais ouais, juste je sais vous. pas si tu peux zoomer un peu Zach pour aller voir Ouais. les données, mais du coup on a les kilomètres parcourus sur la première colonne à gauche, où on voit que Griezmann s'en sort avec un volume de milieu de terrain, hein. Il a fait, quasiment 11 kilomètres, il est à 10,6.
10 000 exactement, mètres, ici. 670. Et on voit que Chouameni et Rabiot, sans surprise, parce qu'ils jouent aux deux postes les plus énergivores, ont beaucoup couru. Tu vois, c'est étonnant Dembélé, je pensais qu'il y aurait eu plus. Alors il a pas joué tout le match, Franchement, donc mec, c'est Mais parce qu'il est sorti, les gars, il est sorti ouais, et aussi. non, ouais, bien sûr, ouais, il est sorti, tu vois? Et on voit que Mbappé est celui C'est qui Giroud qui court le qui moins. court le moins, tu vois? Après Giroud est Non, sorti c'est aussi, Giroud donc de loin. Giroud est à mais 6 kilomètres 6. Je le dis mais il est parce que sorti comme aussi, on je nous pense. écoute aussi en podcast, ah, il est sorti aussi, il heu est sorti, et pour Giroud marquer aussi est 3 sorti, ouais, mais par rapport à Dembélé, Mmh. Après réel. le truc, c'est que Dembélé, il y a les sprints, ça fait la longue distance et forcément ça le fait cavaler, tu vois? Là, tu le vois sur les sprints à haute vitesse, alors forcément, au milieu de terrain, défense, rien à voir, mais Mbappé, tu as quand même 77, sprints, 44 sprints, si on regarde à droite là. Donc non, voilà. C'est des données intéressantes. Si vous voulez aller voir, vous regardez sur le site de la FIFA, le training center de la FIFA, il y a les données pour tous les matchs et c'est des rapports qui font, 50 ou 55 pages, ou avec plein de données, les stats, des visuels, les kilomètres parcourus, à quel moment du jeu, dans quelle zone, les ballons Et récupérés, donc et on voilà, il y a voit plein de choses qu'Adrien là-dessus. Rabiot et Tchouaméni au milieu, 11 kilomètres et demi les 2, Ça cavale, c'est ouais. ah ça ouais, ça a bien cavalé, c'est quoi. très, très fort. Et on nous demande sur le chat, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je nous repasse, Ouais, vas-y. tous ensemble, Zach. On Oh on non. nous demande sur le chat, sur la capture et l'animation défensive qu'on a montrée, est-ce que ça laisse un espace grand ouvert à l'opposé? Mais, est-ce que c'est délibéré? Oui, c'est délibéré. C'est-à-dire qu'à la fois, tu cherches à couper à la source pour essayer d'empêcher cette diagonale, mais au pire, si l'adversaire joue sa diagonale, en fait, sur le temps de la passe, sur le temps de la diagonale, normalement, tu coulisses. Parce que C'est ça. si tu ouvres ton bloc pour aller faire comme si tu faisais une individuelle, tu vas ouvrir des espaces plus à l'intérieur du Oh jeu et oui, c'est plus derrière, facile pour tu ouvert de l'adversaire. partout, c'est fini, D'ailleurs, il y a une stat intéressante parce que, Marcus Thuram est entré à la 63e à la place d'Olivier Giroud, et je l'ai trouvé moi moins efficace que Giroud dans la manière de couper à la source, comme on disait. Et avant la sortie de Giroud, le Danemark avait tiré 2 fois et après la sortie de Giroud, le Danemark a tiré 8 fois. Je dis pas que c'est la seule explication, mais il y a eu, Eriksen et Højbjerg ont eu un peu ouais. plus de temps pour orienter et le Danemark a Total. commencé à chercher sur la largeur, à attirer les latéraux, français pour trouver la Willou l'a profondeur. dit également, donc on a parlé de Willou déjà à des moments, mais Willou l'avait notifié également, pas spécialement après la sortie de Giroud, mais il avait dit que sur une partie de la seconde mi-temps, Eriksen était laissé beaucoup plus libre, ce qui a permis aux Danois à des moments, pouvoir avoir quelques occasions pas si mal. Il y en a une d'ailleurs où tout le monde est un petit peu en retard, même Koundé au marquage, et où on est à 2 doigts de se prendre le but. Ça frôle le poteau de Lloris. Après, Ouais, il y a quand même quelques passes du Danemark qui sont souvent passées, notamment quand le Danemark allait vite d'un côté à l'autre ou arrivait à trouver un côté, assez vite à la récupération, où du coup ça faisait sortir un joueur de l'équipe de France parce que sur la largeur ils sont que 3, donc ça pouvait faire sortir Koundé et Hernandez, et souvent le Danemark a envoyé un joueur dans le dos du latéral et en une touche, la passe du Danemark a souvent créé cette différence-là, et il y a plusieurs Ouais, séquences comme ça où Koundé ou Hernandez sortent, il y a un joueur qui part dans leur dos et qui est pas suivi, et il y a une action comme ça, bah, c'est l'action qui mène au corner. ou C'est un c'est joueur qui Rabiot part qui dans le suit dos d'un pas. latéral. Ouais, c'est ça, et c'est un équilibre et des compensations qui vont être importantes à suivre parce qu'une coupe du monde, c'est des équipes qui se regardent tout le temps, qui regardent les matchs de tout le monde, et ce qui veut dire que les adversaires de l'équipe de France en huitième, quels qu'ils seront, auront vu ça, et il va falloir qu'ils corrigent par rapport à ça parce que dès que Koundé et Hernandez sortent, tu as beaucoup de place dans le dos parce que ouais, tu es déjà déséquilibré. En fait, s'ils sont sortis haut, c'est qu'au départ, déjà, tu es déséquilibré. Donc, ils compensent déjà un déséquilibre. Et quand plus tu compenses, le décalage grandit. Et quand Rabiot, Chouameni ou Griezmann n'ont pas compensé ça, ou Dembélé, il y a des espaces qui se sont créés assez vite et ça a mené bah, là, à l'action juste avant le corner où il y a un joueur qui peut rentrer dans la surface sans pression et le corner derrière qui en plus est dangereux, notamment avec le Danemark. du coup, pour un petit peu recentrer la chose, on a parlé beaucoup pendant les autres émissions de l'éventuelle possibilité de Deschamps quant au fait, arrivé au huitième ou au quart lors de grosses rencontres, éventuellement rajouter un nouveau milieu pour peut-être justement éviter d'avoir un côté droit du milieu trop exposé, voilà, d'avoir un petit peu plus d'assises, de maîtrise et de stabilité défensive.
On a parlé hier soir de l'importance des matchs de Giroud et Dembélé. Dembélé, je pense, a poinçonné son ticket de titulaire. Giroud, même s'il fait pas la plus grosse perf, c'est difficile de s'en passer, voire impossible. Est-ce que, vous pensez que, étonnamment, on pourrait, encore avoir ça à l'avenir? Ou alors vous pensez que ce soir, la performance défensive, donc à savoir avec ce milieu à 3 avec Rabiot, Tchouaméni, plus Dembélé et juste devant Giroud et Griezmann, donc un lot d'efforts quand même assez colossal, tout en ayant peut-être à certaines phases quelques faiblesses. Est-ce que vous pensez que ça a satisfait Deschamps et que c'est la voie qu'il emprunterait pour la suite du tournoi à votre sens? Moi, je pense qu'il continuera comme ça tant que ça n'échoue pas et il aurait raison et après est-ce qu'il y a un milieu particulièrement motivant pour intégrer pour enlever un des attaquants qui a bien défendu? C'est ça aussi, tu vois? C'est-à-dire que et on s'était posé la question, c'est pour ça qu'on disait: «Mais qui va rentrer dans ce milieu?» On avait dit C'est Guendouzi à droite, Guendouzi éventuellement. Fofana, voilà, mais c'est des joueurs qui ont aucune référence en équipe de France, que Deschamps Mmh. a peu utilisés, donc il peut pas forcément, se fier à eux dans des grandes compétitions. C'est pas des joueurs qui ont fait beaucoup de matchs de très, très haut niveau. Tu vois, même Guendouzi, même Fofana, Ligue des champions, ils ont peu de matchs au total. Donc je pense que quand tu vois l'implication de Dembélé défensivement, l'implication de Giroud, leur capacité à être décisif parce que Dembélé a encore envoyé des centres de qualité et fait des diffs, moi Je crois que je sur pense 10 qu'il dribbles, il en va passe 9, un truc à ça. ouais, tu vois? Moi je pense qu'il va continuer comme ça. Puis tu as une telle variété quand tu as ces attaquants-là sur le terrain. Tu vois, c'est difficile de définir le style de jeu offensif de l'équipe de France. Tu as des contres, tu as des attaques placées, tu as Griezmann entre les lignes, tu as Giroud dans la surface, tu as Dembélé en contre 1 sur le côté, tu as Mbappé qui joue la carotte et du coup, bah, dès que le ballon est récupéré et tu es obligé de le gérer et limite tu peux pas t'engager totalement offensivement. Donc c'est Mmh. à voir ce que Deschamps osera. Traditionnellement, il était plutôt dans la prudence et la discipline défensive avec des profils défensifs. Mais là, vu les performances des joueurs, c'est difficile de les sortir au mérite, c'est dur. Dan, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec Raphaël, c'est logique de continuer comme ça. Surtout, bon après, il y a quand même une question, parce moi j'ai adoré ce qu'a fait Ousmane Dembélé, mais vraiment, c'est-à-dire offensivement et dans son positionnement défensif, on l'a détaillé. J'ai vraiment adoré. Maintenant, il y a toujours, je suis pas encore, comment dire, j'ai pas encore évacué la question de sa fiabilité. Ouais, Et donc, je me demande s'il va réussir à tenir ce poste-là de tout le mondial? d'ailier, avec le ballon et de quasi relayeur droit, sans ballon. Est-ce qu'il va le tenir sur la durée? S'il le fait, chapeau à lui et s'il continue à faire des matchs comme ça, alors il y a aucune raison de le sortir. Parce qu'en Ouais, plus, après il a la caisse pour t'apporter de la largeur, t'apporter du dribble et puis surtout, vu que ton jeu il penche à gauche, avec Théo, avec, Rabiot qui se projette un peu plus que Tchouaméni, avec avec Mbappé, Mbappé, Griezmann et cetera. Du coup, tu peux aussi renverser et à un moment Mbappé l'a fait, tu peux accumuler des gens sur ton côté gauche et renverser renversé. vers, Dembélé, qui aurait de l'espace, qui peut jouer à 1 contre 1 et donc voilà, ça rejoint la richesse des profils et la complémentarité dont parlait, Raphaël tout à l'heure. Donc c'est vrai que si Dembélé continue comme ça, il est pas sortable, Ah vraiment, il y a du pas 11. à dire. Moi je pense que ce soir, il a poinçonné son ticket pour la suite du tournoi, haut la main. À la rigueur Ouais, que j'aurais ce doute pour s'il avait vraiment fait une perf cata, mais ce soir, pour moi, il a vraiment fait quelque chose de gros. ouais, pour les huitièmes en tout cas, parce que, en fait, des équipes contre qui tu pourras douter, c'est des équipes qui vont longtemps avoir le ballon et tu joues pas l'Espagne tout de suite, par exemple. Donc déjà, tu te dis que ça va pas être des tu vois, si c'est des séquences de possession où tu subis 20-25 passes de suite, tu peux dire qu'à un moment, Dembélé, Griezmann, des joueurs comme ça, sur le volume ou la connexion, tu vois, mentale de savoir défendre longtemps, ce sera plus dur. Mais Ouais, là, en huitième, tu joueras pas des équipes comme ça qui maîtrisent à ce point le ballon. Donc Et ni en ce quart sera peut-être parce ouais, vas-y, vas-y. que, Raph et Zach, en fait, avant les demi, enfin je vais lister les équipes que tu peux pas jouer avant les demi, c'est vas-y. Espagne, Allemagne, Japon, Belgique, Brésil, Portugal. Donc toutes Ah les ouais. équipes du groupe E au groupe H, tu peux pas les jouer, avant les demi. Donc ça, c'est intéressant aussi. Pour l'équipe de France, on nous dit: «Est-ce que Dembélé», c'est Paris Stats qui nous dit ça: «Est-ce que Dembélé, c'est le Matuidi de 2018?» Non, mais dans ce qu'il fait, dans ce qu'on avait décrit, la nécessité pour Deschamps d'avoir un joueur de côté qui vient faire le troisième milieu à l'intérieur, défensivement,
lui, il remplit ce rôle pour l'instant et il l'a Ouais. très bien fait aujourd'hui. Alors franchement, je tiens à dire que ça m'a fait vraiment très plaisir, mais je voulais vous poser une question parce que j'en ai discuté, sur Twitter et même ailleurs et cetera et donc du coup, ça m'intéresse de le savoir. Même si, à titre personnel, il fait une meilleure seconde mi-temps, surtout fin de seconde mi-temps où ça allait mieux, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du match de Koundé? Moi, j'ai pas trop aimé, mais pas spécialement que pour le côté offensif où des fois il a tenté de dédoubler ou de s'avancer, et d'animer un peu le côté, mais plutôt parce que j'ai trouvé que, je l'ai trouvé fébrile à des moments. Alors certains l'ont trouvé ultra solide. Moi, je l'ai trouvé très fébrile, notamment sur l'action, du centre avant le but du danois où le ballon arrive vers lui et tu as l'impression que c'est un peu, aux aguets et catastrophe land quoi. Alors après, tout en disant ça, je trouve que son match est meilleur que Pavard contre l'Australie et je maintiens Koundé à l'heure actuelle sans aucun problème. Mais j'ai trouvé son match, mais il m'a fait peur. Voilà, il m'a fait peur. C'est le mot. C'est celui de la ligne de défense qui m'a le moins rassuré. Quel est votre avis? Dan, vas-y, tu as revu le match? Je suis pas sûr de mon Non, avis, mais donc vas-y. je pense qu'il faut je pense qu'il faut évaluer son match en prenant compte quand même la difficulté, la seule, on va dire, difficulté de l'animation défensive des Bleus, c'est ce que décrivait Raphaël tout à l'heure. C'est-à-dire Ouais, quand l'équipe adverse arrive à toucher son excentré du côté du latéral, vu que tu ne défends pas avec 4 milieux, voire 5 sur la largeur, vu que tu défends à 3 milieux sur la largeur et que tu as densifié un peu l'intérieur du jeu, il y a beaucoup d'espace. c'est pas évident pour le latéral. C'est pas évident pour le latéral, c'est compliqué parce que tu dois faire les bons choix. En fait, quand tu es en 4-4-2, clair, à plat et classique comme on en a pu voir, par exemple de la Pologne, c'est vachement clair. Tu sais, c'est un truc d'école de foot, c'est très clair. Il y a moins d'espace, si j'exagère, je dirais qu'il y a moins d'espace d'interprétation pour le latéral qui joue dans un 4-4-2 que le latéral qui va jouer dans une défense à 4 où il y a 3 milieux devant lui. Tu OK. vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut lire parfois certaines actions qui ont paru des tergiversations dans son positionnement comme, bah, la difficulté qui est liée à son poste et je trouve que si on prend ça en compte, il a fait un bon match, il a été solide, il a eu les bonnes interprétations. OK. Il n'a pas commis d'erreur et en plus, il a quand même le pied pour, c'est lui qui pour le lancer, Il lance de le temps deuxième en but. temps. C'est lui qui lance Coman. Donc moi, je ne suis pas insatisfait de Koundé. C'est pas le joueur que je vais mettre dans les 5-6 premiers noms après ce match, on est d'accord. Mais je me dis pas: «Aïe, aïe, aïe, ça m'inquiète». OK, Je sais OK. pas Très Raph, intéressant parce que, ce que tu en dis? justement, je voulais demander un autre avis parce que moi, j'ai été inquiété, à des moments, je l'ai pas trouvé toujours très serein, mais justement, si c'est ma lecture qui pense que, qui a fait que j'ai été trop fébrile moi, bah, c'est intéressant d'avoir un autre avis. Tu voulais dire quelque chose, Raphaël? Non, non, je suis assez, je suis comme la performance de Koundé, je suis neutre, voilà, sur Koundé. J'ai pas de Il a fait ce qu'il fallait. Comme l'a dit Dan, il a pas déséquilibré son équipe. Je pense que par contre les adversaires risquent de le cibler sur leur pressing lors des matchs à venir. Parce que quand il est collé à la ligne de touche là comme ça, forcément sur le plan technique, c'est plus dur pour lui que ça ne l'est pour Théo. Donc à voir ce que l'équipe de France fera lorsqu'elle essaie de ressortir et que des équipes vont aller chercher dans la zone de Koundé. Parce qu'en plus, il est à côté de Varane. Donc tu sais que les deux meilleurs relanceurs côté français, ils sont du même côté, Théo et Upamecano. Donc tu peux orienter l'équipe de France vers le côté droit pour un peu aller fermer ces espaces-là. Qu'est-ce qu'il fera dans ces cas-là? Est-ce que ce sera des passes long ligne pour un Dembélé qui court? Faudra voir à ce moment-là ce qui sera proposé. Son match me dérange pas tellement. En plus, dans cette équipe, du coup, qui peut être fragile sur les renversements, sa taille et son explosivité vont aider quand même à gérer ces renversements parce que sur le temps de passe, il peut vite se rapprocher et pourquoi pas même intercepter le ballon de la tête parce que c'est un excellent joueur de tête. Donc, c'est quelque chose d'important aussi. Il t'aide aussi à avoir de la taille dans la surface, dans la tienne et dans la surface adverse. Ouais, ouais, ouais. Pavard là aussi, mais Koundé est mieux bâti, on va dire. Plus fort aux épaules. Donc, son match me dérange pas, tu vois. Forcément, c'est pas une performance individuelle comme d'autres qui nous ont marqué parce que Mbappé sur les buts en deuxième, Griezmann dans tout ce qu'il a fait dans le jeu, Dembélé avec ballon et sans ballon, Rabiot, Tchouaméni par le volume ont été vraiment présents. C'est vrai que lui était un peu en retrait, mais il y a rien pour moi de particulièrement dommageable jusque-là. On verra, je pense, contre des adversités plus fortes et des équipes qui vont venir te Carrément. chercher très haut. Parce que là, les deux équipes ont joué quand même à la première période avec beaucoup de sécurité, tu vois.
Il Mmh. y avait 2 équipes organisées. Même si la France a beaucoup tiré, il y avait aucune qui s'engageait complètement dans ce qu'elle voulait faire et c'était un match d'un vrai niveau pour le coup, ce France-Danemark. On a parlé beaucoup, et je pense après ça viendra terminer un petit peu. On a parlé beaucoup, du milieu, du coup, de l'attaque un petit peu, d'Embouze, Mbappé et cetera. Mais on peut quand même aussi faire, un peu C'est honneur sur au une au Coupe du match Monde. du grand, du grand Dayot Upamecano quand même. Franchement, on avait parlé du fait qu'il ait sûrement marqué des points en tant qu'axe gauche. Là, je l'ai trouvé sérieux et concerné tout le long. Un monstre athlétique aussi à des moments sur des courses. Bonne lecture des trajectoires et toujours des relances très belles, quoi. Ah bah écoute, oui, je pensais que Raphaël, vu qu'il était neutre sur Koundé, allait enchaîner sur Upamecano. Il n'y a pas de Je te souci. laisse. Euh, non, 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 mais écoute, t'as dit ce qu'il fallait. Et c'est bien de le voir enchaîner comme ça. Euh, En plus là, on l'a vu évidemment un peu plus sollicité que face à l'Australie, même si l'Australie a marqué et a touché le poteau. Mais bon, il y avait une configuration un peu à sens unique contre l'Australie. Là, malgré tout, tu as eu plusieurs moments où tu étais bloc bas. Il a été excellent. Il a été excellent dans la lecture, dans les jaillissements, dans les couvertures de côté gauche aussi parfois, Ouais, et dans l'utilisation du ballon. C'est toujours, c'est toujours agréable de l'avoir parce qu'on sait et on l'a vu, Varane, bon, c'est pas forcément là où il va le plus briller. Même si à un moment Varane fait sa fameuse conduite tout droit, tu penses qu'il va la passer à son latéral classique, sauf qu'il mais la non, donne un peu plus haut à Dembélé. Je sais pas j'ai si Mmh. tu pensé te à souviens de vous. cette action. Ouais, il nous a surpris. Non, mais après Varane, c'est voilà, j'allais dire, il est indispensable. Non, mais c'est un titulaire qui est indiscutable et je trouve logique de ne pas le discuter. Mais c'est très bien d'avoir Upamecano dans cet état d'esprit-là et dans cette confiance. Je pense que c'est un joueur qui a aussi besoin avec son jeu, qui a besoin de confiance et de certitude. Et donc, le fait de réitérer 2 bonnes performances comme ça va l'installer pour la suite de la compétition. C'est une bonne chose, ça va le rendre moins fébrile parce qu'il Mmh. peut afficher de la fébrilité. Après, il y a toujours la question de sa fiabilité aussi. C'est un joueur quand même qui est très agressif, qui a l'habitude parfois de faire des interventions. Alors, ce n'était pas le cas là, mais si tu te retrouves en bloc haut, c'est un joueur qui, qui a envie d'intervenir. Parfois, plutôt que de Oui, reculer avec l'adversaire ou d'essayer de réduire un peu les possibilités de l'adversaire, il est très dominant, il veut intervenir. Parfois, ça peut amener un kit ou double qui peut le pousser à l'erreur. On l'a déjà vu avec l'équipe de France, avec le Bayern. Donc Ouais, c'est ma seule curiosité avec lui pour pour les gros matchs à venir. mais plus la compétition va avancer et moins ce contexte va se présenter pour l'équipe de France. On l'a déjà vu là contre le Ouais, Danemark, hein. Tu as beaucoup de séquences où la France recule, accepte de pas avoir le ballon et se projette vite à la récupération et dans ces moments-là, son jeu long, qui a encore été très bon, il réussit 5 passes longues sur 7 et il est capable et c'est pas forcément que du jeu long pour jouer d'un côté à l'autre, hein, Upamecano. Ça peut être du jeu long pour trouver un joueur lancé, pour attaquer la profondeur et ouais, je pense que tu auras moins ce contexte-là parce que Dan t'a présenté un peu le tableau. En huitième, tu verras qui tu joues. Si c'est l'Argentine, tu sais que la France va laisser le ballon à l'Argentine. Si après c'est l'Angleterre en quart, bah, ce sera pareil, je pense. Et au fur et à mesure, la France aura, je pense, en tout cas pas la maîtrise du ballon. Et d'autres choses, alors là, on se projette beaucoup, mais forcément, quand tu vois une performance comme ça, tu as un peu envie d'imaginer la suite. Mais c'est vrai ce que dit Dan sur quand il est en bloc haut, en gros, une erreur en plus te coûte plus cher. Mais l'équipe de France a rarement l'habitude de faire ça. Donc ce sera aussi pour lui quelque chose de différent de ce qu'il fait en club, mais qui va peut-être l'aider pour justement éviter ces erreurs marquantes où tu as l'impression que Coupa Mécano, tout le monde en dit du bien, et quand tu regardes un match, tu le vois faire des erreurs. et et si vous t'as aviez plus vas-y. Pogba. Pas pardon, vas-y, Zach. Non, non, vas-y, vas-y. Non, non, je disais que t'as plus Pogba qui était un peu le. Je pense qu'il y a une vraie discussion pour savoir si c'est le meilleur milieu de l'histoire des Bleus, en bleu, hein, je parle. Bien Et je sûr. pense que la discussion, elle serait légitime. Euh, mais tu l'as plus, il brillait notamment pour son jeu long, bon, il y a peut-être tout un tas d'autres choses. Mais on a vu Tchouaméni quand même faire deux trois trucs dans le jeu long. Si en plus tu as Upamecano, sa qualité, ça, je ne sais pas si ça compense Pogba, mais en tout cas, c'est bien de l'avoir, d'avoir cette qualité-là quand un joueur comme Pogba est absent. Tout à Ça fait, compense d'une certaine tout manière. à fait.
Et le pire, c'est qu'à un moment, au début de deuxième mi-temps, sur deux trois phases, Lloris refuse de jouer même des 6 mètres courts, et alors que Upamecano n'est pas attaqué et préfère balancer des chiches, à un point où Upamecano lui dit: «Bah, donne-moi, tu vois? Genre, je suis là». Et genre, en tout début de deuxième mi-temps, deux trois fois, Lloris fait ça et après il arrête. Et c'est vrai que ça m'avait fait sourire d'Upamecano qui lui dit: «Eh oh, qu'est-ce que tu fais là avec ton pied défaillant?» Donc ça m'a fait rigoler. Je sais pas si j'étais le seul à l'avoir remarqué, mais c'était drôle. Dernier truc, si on a un, parce qu'après il va nous rester un peu de temps pour pouvoir discuter d'Argentine, Mexique et de Pologne, Arabie Saoudite. Si vous aviez un dernier mot à dire sur ce match, c'est-à-dire ça pourrait être un joueur, ça pourrait être un truc, une petite remarque, un petit quelque chose. Moi, j'ouvre le bal. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, et ça m'a fait plaisir, l'entrée de Kingsley Coman. L'entrée de Kingsley Coman dans le même. C'est-à-dire que tu as sorti Dembouz, tu as fait rentrer Coman, tu pas perdu grand-chose. C'est-à-dire que très déséquilibrant, bon dribbleur, impliqué, des bons centres. Non, franchement, enfin, il me semble, après, il a pas masse centré, mais moi, l'entrée de Kingsley Coman m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Et s'il continue sur ce niveau d'implication et sur des entrées comme ça, bah, crois-moi il va en avoir souvent. Et si jamais t'as pas d'Emboost pour une raison X ou Y, comme par exemple un carton jaune ou on ne sait pas, une petite gêne ou quoi, tu mets Coman. Bon, t'es pas ultra perdant sur la chose, quoi. Donc, ouais, franchement, l'entrée de Kingsley Coman m'a fait kiffer. Voilà. Donc, vas-y, t'es quoi, Raphaël, commence cette fois. Cette fois, c'est pour toi. Heu, Moi, est-ce qu'on reparle de Théo un peu? Ouais, tu peux. Qui a encore été bon. En fait, l'association Théo, Mbappé sur un côté, c'est un peu de la triche quand même et on le voit sur le but et ça, en fait, ça m'a rappelé, peut-être qu'on a oublié un peu ce match-là depuis parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, mais la finale de Ligue des Nations 2021 où Ouais. Théo Hernandez est déjà côté gauche, où alors l'équipe de France défendait encore à 3 à l'époque donc avec 3 centraux, Théo était piston gauche et Mbappé était en gros moitié gauche du terrain, avec Benzema, Griezmann dans une attaque à 3 et on avait vu des belles choses de la part de Théo dans ces matchs-là. Il me semble qu'il y a une action qui part de lui d'ailleurs sur les buts que marque l'équipe de France lors de cette Ouais, finale, ouais. remportée 2-1 et voilà le but qu'ils mettent, c'est un but d'un niveau technique quand même, très, très élevé. Ah, le 1-2 est Ils fort. prennent l'espace. Alors Tchouaméni au départ du contre fait quelque chose de magnifique là quand il récupère le ballon et que de l'extérieur il envoie, Théo Hernandez non pas en le jouant dans ses pieds mais dans l'espace. Mais derrière ce que fait Théo Hernandez, la passe, l'incursion à l'intérieur de la surface, la passe en retrait sans même regarder si Mbappé était là, mais en sachant que de toute façon c'est l'espace où il faut le jouer. Voilà, quand la France va récupérer le ballon, tu sais que tu envoies 2 mecs qui peuvent gagner des 2 contre 4, des 2 contre 5 et ça c'est une arme folle quand tu sais que l'équipe de France, parfois n'engage pas tout le monde offensivement. Donc Théo Hernandez, encore un coup du destin. Alors c'est malheureux pour son frère, mais ça permet pour lui de jouer la Coupe du Monde, d'être titulaire et il enchaîne 2 matchs d'une très grande qualité, encore une fois. Monsieur Dan, je te laisse terminer. Écoute, non, moi je voulais faire un petit focus sur le corner qu'a pris les Bleus, Oui. vite fait. Fonce, 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 fonce. On parlait, je me souviens que dans le chat, il y avait, il y a des gens hier qui disaient: «Non, la zone, je suis pas fan» et cetera parce qu'on parlait de, je sais plus, pour Maguire, Maguire. Maguire. on expliquait, qu'il y avait un joueur détaché du marquage individuel et là, en fait, ce qui a été le donc la France défend en marquage individuel mais il y a des joueurs en plus, tu sais, il y a des joueurs, donc il y a plus de joueurs français que de joueurs danois dans la surface. Donc les joueurs supplémentaires défendent, eux, en zone, donc il y a Varane notamment et en fait, les Danois ont emmené tous les joueurs français au premier poteau et en fait, la déviation ensuite a donné, alors évidemment Rabiot fait une erreur, mais il y a de la place et un duel entre Rabiot et Christensen. Il y a plus de Ouais. densité, c'est-à-dire le Danemark a nettoyé la densité. Alors qu'il y a une action, c'est, c'est 10 minutes plus tard, il y a une tête de Tchouaméni en fait qui est contrée par Maele et en fait ça c'est exactement le même type d'action, sauf que là, le Danemark avait Maele, je crois qu'on dit, qui était déjà là posté en zone et donc ça rajoutait, si tu veux, un blocage pour dévier la tête de Tchouaméni, ce dont n'a pas pu bénéficier l'équipe de France, sur le corner qu'elle a pris. C'est pas pour Ouais. faire la défense de la zone ou, pour attaquer le marquage individuel. Je pense que selon les équipes que tu as, tu dois choisir l'une ou l'autre. Mais, c'est pour illustrer la différence qu'il y a eu dans la manière de défendre chez les 2 équipes, et l'endroit où tu plaçais aussi les joueurs supplémentaires.
Mais en tout cas, quand l'équipe de France prend le but, tu te dis: «Ouah, si ça finit à un partout, c'est quand même, le score rendra pas justice aux Bleus». Mais voilà, je Non, voulais juste faire ce clairement. point corner là. OK, bah, très bien, très bien, très bien. Et bah, écoutez, ça clôt cette petite page équipe de France. Si dans le chat, vous avez également des petits points, j'ai vu que vous en avez fait aussi, n'hésitez pas et on va discuter, des matchs du jour. Moi, je l'avoue, j'étais en heure de conduite, donc j'ai pas pu regarder Tunisie-Australie, mais j'ai regardé d'un œil très attentif, Arabie Saoudite-Pologne et d'un œil tout aussi attentif, Argentine-Mexique, même si, Argentine-Mexique était un match un petit peu moins plaisant. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse ordre chronologique? Qu'on commence Argentine? Moi, ça me va très bien si on commence Argentine-Mexique. Ouais, allez-y, Raph. Vas-y, Raph. Super. Ouais, Zach, Vas-y. commençons par ce match qu'on a vu tous les deux. Dan travaillait, il était en revisionnage de la France, il écrivait. Non, un match déjà où on a pu être surpris par la compo, non pas parce que beaucoup de joueurs avaient changé. Rappelle-toi, Zach, moi je pensais que la moitié de Comme l'équipe allait Raphaël l'avait changer. annoncé. La moitié de l'équipe a changé, mais pas du tout les joueurs auxquels je m'attendais. C'était vraiment je pensais pas qu'il allait mettre Guido Rodriguez, par exemple, au milieu de terrain. Je pensais pas que McAllister était celui qui allait entrer. Donc il a changé aussi. Lisandro a continué comme il avait terminé, donc en étant sur le terrain. Acuna aussi à gauche. Mais c'était un match. Alors déjà, donnée importante, il y avait énormément de supporters des deux équipes au stade. C'est pas forcément le cas depuis le début de la Coupe du Monde sur tous les matchs. Mmh. Mais là, c'était vert, bleu, bleu ciel et blanc, et tu sentais qu'il y avait une grosse ambiance. Et par contre, j'ai trouvé, Zach, je sais pas comment tu l'as ressenti toi, que c'était deux équipes qui jouaient avec les genoux qui tremblent, tu vois. Mais Oh que vraiment. oui! Oh que oui, totalement. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais le stress qu'avaient, les joueurs argentins surtout, ça se ressentait et j'ai ressenti une équipe qui, s'est libérée après son but surtout, après son but et ça se retranscrivait par, quelque chose peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux. Je veux bien le full screen pour que je puisse, le montrer. Ah bah, alors vas-y, ça sert à rien parce que ça a été désactivé pour, du contenu de droit d'auteur. Mais en gros, si vous voulez, c'était la réaction. Ah oui, Je de sais Pablo pas si Aimar. c'est bon, tu sais quoi? Je l'ai, tu peux me remettre, il y a pas de souci. Regardez les amis, la réaction, de Pablo Aimar, du staff argentin après le but argentin. Regardez le niveau de stress et le niveau, de libération, de soulagement que Pablo Aimar, qui était quand même un ancien professionnel de très haut niveau, a ressenti après le but argentin. Ça vous dit tout sur, la condition mentale dans laquelle ils étaient. L'image est vraiment, folle, j'ai trouvé. Et oui, le match était vraiment, si je dois être tout à fait honnête, vraiment bien, bien moche à suivre. Le match de Rodrigo de Paul était douloureux, à regarder et à suivre. Même si l'équipe était peut-être un peu moins coupée en 2 que contre l'Arabie Saoudite, tu sens qu'ils ont peut-être un petit peu bossé dessus. Franchement, c'était pénible, c'était désagréable. Le Mexique était dans la pire configuration que j'ai trouvée, et que je dénonce sur cette CDM depuis le début. C'est ces équipes qui c'est ces équipes qui défendent regroupées à 8 derrière et qui envoient Le au coup de gueule mitard d'Isaac. 2 attaquants qui doivent se démerder à 2 contre 6. C'est un enfer. À un moment, Lozano, donc on en parlait, Lozano reçoit le ballon, fait des différences sur son côté, poursuit tout droit et derrière, il lève la tête pour centrer et il n'y a pas un mec à 45, à 50 mètres près dans la surface, quoi. Donc ça a été un enfer. Vraiment, tu es attaquant dans cette équipe du Mexique, tu as envie de crever parce que tu ne fais que de jouer des ballons inexploitables et de devoir faire des exploits en 2v4, 2v5. C'est absolument terrible. Mais à côté de ça, Moi, j'ai franchement, une si je dois être question, ouais, vas-y. ouais, j'ai une question pour vous 2, vous qui avez vu le match. Moi, je l'ai pas vu, donc j'écrivais pour, l'équipe. Mais, Ouais, ouais. est-ce que justement sur l'Argentine, on a vu, par rapport au premier match, plus de courses, verticales, ou, des joueurs accumulés près du ballon et qui beaucoup combinés? Enfin, on avait parlé de ces 2 Non, options. Est-ce qu'on a vu l'une ou bof, l'autre? Non, bof. j'ai revu juste avant qu'on démarre le début de la deuxième période. Il y a une fois où ils arrivent à jouer à l'intérieur et combiner. Sinon, on a revu les mêmes séquences avec Di Maria qui Ouais. reçoit ligne de touche, qui fait que jouer vers l'arrière parce qu'il n'arrive pas à s'orienter vers l'avant. On a vu les Une mêmes fois, Di séquences Maria est où allé à gauche, même quand il est à gauche, j'avais pensé à toi. Une fois. ouais, on a vu Rodrigo de Paul porter beaucoup le ballon parce qu'il y avait peu de joueurs trouvés lancés. Non, non, c'était franchement jusqu'à l'entrée de Enzo Fernandez et de Julián Alvarez, c'était Ouais, dur, hein, c'était dur et les 2. ouais. Je suis pas mal d'argentins, d'hispanophones sur Twitter qui à la fin disaient: «Mais enfin, faites-les démarrer quoi, c'est pas possible». Chaque fois Non, les mais 2 c'est ont entré, ont évident, apporté des c'est choses évident. et là Enzo il met un top but. Je sais pas si tu l'as vu Dan le but? Non, non, Mais j'ai il pas met pu un voir, hein.
encore. Ah En bah, gros, si il t'as est sur le l'occasion côté sur là. un corner, ouais, magnifique, magnifique. Mais pourquoi, moi ma question et c'est à mon avis la question aussi qu'on doit se poser, pourquoi, du coup, Scaloni a opté pour cette formule? Mais parce que Encore. je pense C'est qu'ils quoi avaient le l'idée? je pense qu'ils étaient dans le contrôle, ils avaient trop peur de prendre le premier but. Ils avaient Voilà, trop, trop ouais. peur de prendre le premier but. Je donne Mmh. les XG là, on en a parlé avec Zach juste avant de démarrer et le nombre de tirs, j'ai vu que des gens sur le chat, l'ont mentionné. Donc l'Argentine finit avec 5 tirs, 5 tirs, pas 5 tirs cadrés, pas 5 5 tirs dans la tirs final. surface, 5 tirs et le Mexique finit avec 4 tirs. Et par exemple, en première période, l'Argentine finit à 0,04 en XG, en première période. C'est un match que tu dois Ouais, tu gagner, hein. sens qu'il voulait surtout qu'il se passe rien dans le match et surtout ne pas perdre, en fait. C'est ça, c'est ce que tu Ouais, disais? c'est Ouais, c'est ça. Ils ça. voulaient ah oui, non, ils avaient trop peur. Je pense que s'ils prennent le premier but, ils s'effondrent. Ah oui, Vraiment, non, ils sont dans mais comme l'a la dit Le Fleur dans le chat, un problème récurrent historiquement chez les Argentins, cette pression populaire absurde. Je sais pas si j'ai vu cette équipe jouer totalement libérée depuis l'ère Redondo, mais c'était visible, c'était absolument criant. Mais par contre, franchement, pour tout autant que je les ai beaucoup critiqués sur l'avant-but, alors tu as vu Messi comme d'hab, hein, décrocher comme pas possible, essayer d'être au départ puis à la réception des actions. Tout autant qu'après le but de Messi, qui est magnifique, une énorme frappe. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est un. Alors, n'hésitez pas à me corriger, mais un des premiers buts d'un peu de loin pendant cette CDM. C'est vrai que cette CDM a été très pauvre en but de loin au il y a final, eu je trouve. celui de l'Iran. Il y a eu celui de l'Iran, Zach, que Ouais, tu avais pas vu ouais, le match du coup? Qui frappe de ouais, loin, Il ouais. y a Gakpo aussi? Gakpo, c'est devant la surface, ouais, je l'ai pas compté comme frappe de ouais, loin. mais Pareil, Aldo Sarri, au final, c'est aussi un peu loin, mais ça reste quand même surface, tu vois. Alors que là, tu vois, tu es à 25 mètres, je te dirais. Donc, elle et ressemble beaucoup à la frappe de Messi en finale de Ligue des Champions 2011 contre Manchester. Quand il est à total. l'entrée comme ça, là, à 20-25 mètres, il s'oriente sur une prise de balle et il frappe, alors il y avait un petit rebond, sur le frappe de 2011. Là, Mm. elle était ras de terre, mais ça ressemblait beaucoup à cette frappe-là et tu as senti une libération chez Oui, les joueurs à total, ce moment-là. total, Même total. chez Messi, hein. Même chez Messi, tu as l'impression qu'il est jamais expressif quand son équipe est en galère. Tu sais qu'il est un peu déconnecté et par contre, il marque et tu dis: «Ah oui, d'accord, il était investi Ouais, émotionnellement». ouais, Juste, j'avais pas totalement. compris parce que tu as Donc, l'impression qu'il est toujours un peu, ailleurs. ouais, ouais, totalement. Mais passer ce but, du coup, et surtout passer l'entrée d'Enzo Fernandez, ça allait mieux. Et au fur et Mmh. à mesure, l'Argentine claque son deuxième but. Et là, j'ai l'impression que tu as commencé à revoir l'Argentine habituelle, celle qui a été décrite comme potentielle favorite avant le tournoi. Tu vois. Je te dis pas qu'ils ont évolué à un très haut niveau, mais tu vois comment le fait d'avoir moins de stress, moins de pression, ça les a un peu plus libérés. Et à la fin, c'était un peu mieux. Voilà. Il y a quelqu'un Je suis qui honnête pour eux. il y a quelqu'un qui nous dit sur le chat que Opta a annoncé que c'était le plus faible nombre de tirs dans un match de coupe du monde depuis 1966. Voilà. Donc, y a pas je pense que c'est suffisamment, évocateur. Et surtout un autre truc, je pense que Enzo Fernandez a définitivement poinçonné son ticket de titulaire. Si Ah ouais, non, là, Scaloni il ne le fait faut pas lors du dernier match, au bout d'un moment, il va falloir se réveiller parce que c'est une bêtise sans nom. Enzo Fernandez fait une entrée superbe, un très joli but, manque plus qu'il réussisse à trouver un peu d'allant offensif, un peu plus de mouvement, et là, tu pourrais avoir une équipe éventuellement bonne. C'est aussi pour ça que j'espère de tout cœur, mais de tout cœur, que soit ils sortent, soit ils font premier. J'ai pas envie de les affronter en huitième. Genre, sur un but, franchement, ils sont pas été impressionnants depuis le début, les Argentins. Mais on est l'équipe de France, et l'équipe de France affronter une équipe de Lionel Messi sur un match à éliminatoire, je n'ai pas envie de m'infliger ça. Je n'ai pas envie de m'infliger ça. En 2018, ils font aussi une phase de poule très pauvre où ils sont à deux doigts de sortir. On se les tape en huitième, et même si on gagne 4-2, avec le 4-3 à la toute fin, là, sur la tête d'Agüero, je cache pas que ça a été le seul match où on a été au final un peu mené. Et tu as toujours cette part d'inconnu qui fait que non, non, donnez-nous le Mexique, la Pologne, l'Arabie Saoudite, Ouais, mais peu après la importe, mais Pologne je la veux pas de Pologne l'Argentine. pour le coup, on l'a encore vu aujourd'hui, c'est vraiment une équipe défensive, très Oui, appliquée d'ailleurs sur la question défensive. surtout dans l'axe. Une Ouais. équipe qui est, comment dire, très concentrée à l'idée de venir avec du monde dans sa surface, fermer l'axe, etc. Et c'est une équipe qui risque de te laisser le ballon. Donc on imaginait des configurations, Raph, tout à l'heure, où on se disait globalement, c'est vrai que l'équipe de France, elle a aucun problème à laisser le ballon, à se replier, comme on l'a vu là contre le Danemark, et ça lui va très bien. Heu, Même si il y a elle a des phases de possession aussi avec de la variété. Si Ouais. tu tombes contre la Pologne, c'est pour ça que moi je me demande, pour vous, quel est l'adversaire idéal? C'est-à-dire que tu bah, joues contre la Pologne, c'est le Mexique parce que le c'est les moins Mexique, forts, non? ouais, 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 mais parce le que le Mexique, ils Mexique, il y vont a pas se rien, quoi. qualifier.
La question, c'est Pologne, Arabie Saoudite ou Même Argentine en vrai. l'Arabie, non, même l'Arabie Saoudite, on les tue. Ils ont un tel nombre Oui. d'espace, tu joues comme ça face à Dembouz et Mbappé, on les tue. Et puis surtout, il y a un autre truc, je suis d'accord qu'on est meilleur dans des configurations où on laisse le ballon, mais on a aussi une telle qualité de joueur que s'il faut être un peu plus protagoniste avec et jouer haut, on peut le faire comme face à l'Australie où on est loin de leur avoir laissé le ballon. Alors OK, l'Australie, c'est moins bon que la Pologne, et la Pologne a bien joué quelques coups, Ah ça non, va nous mais tu es permettre de clairement ça. favori contre la Pologne. C'est J'ai juste pas que la très peur de configuration l'affronter. changerait pour le coup, de Ouais, la c'est vrai. configuration de ton match. Ouais, c'est vrai. Et Bah, la, que la pour le Pologne, coup, la là, la Pologne Pologne, fera ce c'est une équipe qu'a. coup de gueule de Zach, quoi. C'est vraiment une Non, équipe mais en gros, Dan, que la t'aimes Pologne pas, ferait quoi. ce que l'Australie, la Pologne ferait ce que l'Australie a fait, mais avec des meilleurs joueurs, Mmh, si on devait résumer. c'est ça. C'est à peu Franchement, près si je ça, dois être tout quoi. à fait honnête avec toi, vu qu'on dévie un petit peu doucement sur la Pologne, la Pologne a joué défensif, s'est fait dominer comme pas possible par l'Arabie Saoudite qui rate un penalty et qui a Chesney qui fait un second, limite le deuxième arrêt de Chesney est encore plus impressionnant que le penalty, je trouve, sur Ouais. l'action. Franchement, c'est phénoménal. Un petit peu de réussite aussi par moment, mais surtout, ils ont beaucoup cadenassé l'axe, pardon, j'ai trouvé qu'ils avaient bien cadenassé l'axe. Donc, du coup, l'Arabie Saoudite passait beaucoup par les côtés. Des fois, des bonnes incursions, mais malheureusement, jamais de quoi marquer, même s'il y a eu quelques occasions intéressantes. À un moment, il y a même eu une phase de jeu un peu demi-espace gauche de l'Arabie Saoudite avec une sorte de redoublement de passe avec Aldo Sarri et tout. J'ai trouvé ça très stylé. Mais tout en ayant dit ça, je vais aussi être honnête, la Pologne a aussi beaucoup d'occasions dans le match, touche 2 fois les montants, a de la réussite sur son deuxième but, mais pas loin de passer le troisième à la fin avec Lewandowski qui rate son piqué. Pour moi, c'est pas une victoire volée de la Pologne alors qu'ils se sont fait dominer. Et surtout, une fois qu'ils contraient avec ballon, il y avait quand même un petit peu d'idée. Voilà, c'était pas le niveau zéro de l'attaque comme la Serbie face au Brésil. Toute Mais proportion gardée, tu vois. C'était pas le niveau euh, zéro. Je trouvais qu'il y avait des choses vous, qui étaient intéressantes. vous qui les avez vus, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent, parce qu'ils peuvent encore sortir l'Argentine, hein. C'est-à-dire que s'ils Oui, battent l'Argentine, et ils vont avoir envie de finir premier, la Pologne, parce qu'ils vont vouloir éviter la France. Donc il va falloir oui. qu'ils se bougent pour aller chercher ce match-là. Après, ils sont pas encore qualifiés, un nul les satisferait aussi. Mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent justement gratter Taper quelque chose contre l'Argentine. l'Argentine par rapport à ce que vous avez vu? Ah bah oui, pour le coup. En fait, ça dépend comment tu prends l'affaire. Parce que si tu te dis, ils vont faire bloc bas, ils vont mettre du monde dans la surface, ils sont vraiment chiants à jouer pour le coup. Vraiment très chiants à jouer. Le Mexique l'a vu, l'Arabie Saoudite l'a vu. C'est une équipe qui défend très bien. Glick et Kvior, que je connaissais moins bien, moi, avec Bielik, Krikoviak devant. Et les deux latéraux, donc Matikash et Berezinski. Là, ils étaient passés à 4 sur ce match-là. Ouais. Oui, il y a Frankowski qui joue milieu gauche. Euh, et donc, si tu dis que la Pologne va reculer et subir, ça peut aussi être une cool pour l'Argentine parce qu'en gros, l'Argentine passerait du temps assez haut sur le terrain. Et Ouais, tu peux mais te mais dire ça monte le qu'avec niveau ça monte le niveau de stress comme match, tu vois, par contre, parce que l'Argentine doit marquer. Exactement, et ça monte le niveau de stress, mais tu peux te dire que si elle est proche du but avec, un coup de génie ou 2, du talent, heu et puis surtout sur le plan des contre-attaques, bon, là, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas quelle configuration ils auront contre, l'Arabie Saoudite, mais là, Mmh. aujourd'hui, ils avaient Lewandowski, Milik et Zielinski un peu et Frankowski sur les côtés. Ouais. Bon, pour contrer, en fait, ils arrivaient pas mal à trouver en jeu long, et en appui Milik ou Lewandowski, mais c'est pas l'équipe la plus explosive de la coupe du monde. Or, on avait vu, l'Argentine avait beaucoup souffert, heu, contre l'Arabie Saoudite sur cette explosivité, sur ce déficit, en fait, d'explosivité, et le déficit athlétique. C'est pas sur l'explosivité et la vitesse que la Pologne va embêter l'Argentine. Tu vois ce que je veux dire, Raph? Mmh. Ouais. Et ben, je suis Mais bien d'accord voilà, avec si toi. le 0-0 leur suffit, ça peut être un match, assez tendu, ouais, pour l'Argentine. Parce que si Moi, je suis l'Arabie bien. Saoudite, gagne, sur l'autre match, et que l'Argentine fait match nul, elle saute. Carrément, carrément, carrément. Bon, en tout cas, ce sera un bon match, mais ouais, pour moi, l'Argentine arrive dans un contexte qui est pas si défavorable que ça face à la Pologne et en jouant un peu plus libéré, en ayant les bons joueurs, je pense pas que le cadenas polonais soit un verrou, qui soit non plus, pas hors de portée pour les Argentins. Donc, ce sera intéressant de le voir, mais voilà, c'est cool. Donc, voilà, on a discuté de tout ça. Est-ce que vous voulez peut-être, alors là, c'est le match que j'ai totalement squeeze, vous voulez dire un petit mot sur Tunisie-Australie peut-être? La défaite des Tunisiens qui je pense,
Non, Non, ça vaut Regretter pas le quelque coup. chose? Non, ça non, vaut non, pas le non, non. coup? Je pense que moins on parlera de ce match, mieux ce sera. Et C'était vraiment une pourtant, purge? non, oui, en plus, j'ai regardé sur mon téléphone. En gros, bon, pour vous raconter un peu ma vie, j'entraîne des gamins au Red Star et j'attendais Ouais, qu'on se retrouve pour aller se déplacer à l'extérieur, faire un match de Coupe de Paris. Et il y a des petits qui sont d'origine tunisienne dans mon groupe. Donc OK, évidemment, c'était un moment où ils étaient un peu, ils étaient pas trop logique. concentrés sur le match qu'on allait jouer, ils pensaient au match de la Tunisie et c'était très, très compliqué pour la Tunisie, hein. Ils ont tellement de mal à se créer des occasions. Là, ils ont tiré 14 fois, mais ils ont quasiment aucune grosse occasion. OK. Ils ont un manque de talent offensif criant. Kazri est entré à la 66e, c'était ses premières minutes dans la compète. Il y a un manque de qualité tout simplement en fait. C'est un vrai problème et l'Australie a fait ce que fait l'Australie. Voilà. Ils ont attendu, ils ont contré, ils ont marqué et puis ils ont fermé, tu vois? Donc Et puis c'était la vraiment un match Tunisie de a installé le Oh, match sur un côté, bagarre, rugosité et cetera et ben, ils l'ont perdu ce combat, en fait, contre l'Australie. Je sais pas si c'était alors, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose? Ça, j'avoue que je connais pas assez bien l'effectif et le ce qu'a fait la Tunisie avant, mais en tout cas, sur le registre, là, du combat, des ballons beaucoup de ballons aériens, bah, ils ont perdu ce match-là contre l'Australie. franchement, je je vois vais le chat, on a gagné 6-0, excuse-moi Zach, mais c'était en Coupe de Paris, on est en R1 contre une équipe de R3, donc la y a logique pas a de été souci. respectée. Franchement, moi, je vais te dire un truc, le Australie-Danemark, l'Australie va nous pondre une sorte de cadenas qui risque d'être absolument effrayant, je pense. Parce qu'avec un match nul, ils passent, les Australiens, si les Tunisiens gagnent pas, donc Alors, heu, si c'est il y a un concours de cadenas sur la dernière journée, Zach, entre l'Iran, la Pologne et l'Australie. Ouais, Je c'est pense qu'on l'Iran pourra tous faire les jours. on pourra élire le meilleur cadenas sur le troisième match. Ah bah, allez, on vous se le savez quoi? note, on Dans le se le chat, c'est note, qui pour vous le meilleur le meilleur cadenas cadenas. entre l'Iran, l'Australie et la Pologne? Moi, oh là là, tu sais que hier, tu m'as tellement vendu du rêve sur Carlos Queiroz, dans un dernier match là, Dan, que tu fais chavirer mon cœur. Je pense qu'on peut avoir confiance en Carlos. Qui là a été très offensif, je sais pas si vous avez vu, il a attaqué Jürgen Klinsmann sur Twitter suite aux propos de Klinsmann sur les Iraniens. Il a Bon dit bref, quoi? longue histoire, mais bon, Klinsmann a sorti des clichés sur les Iraniens, j'ai pas tout lu exactement, mais si vous voulez voir un peu de sel et du coup un Carlos Queiroz qui va arriver sur le troisième match pour montrer au monde ce que vaut l'Iran et qui sont les Iraniens, c'est mardi soir, je crois, mardi 20h ou quelque chose comme ça, l'Iran, je OK. crois. Ça va Non, être, l'Iran, ouais, c'est ça, c'est mardi 20h. ça va être la folie. Mardi 20h, Iran-États-Unis, en même temps que Pays de Galles, Angleterre, ça va être Non, la folie. Sacha, l'Iran a pas besoin de battre les États-Unis, hein. Ouais, un nul leur suffit. Un nul leur suffit parce que si tu considères que le Pays de Galles va pas battre l'Angleterre, effectivement, mais un nul leur suffit, hein, pour passer, en fait. Et C'est donc ce qu'on voilà. disait hier. Eh ben écoute, ça va être assez drôle et dans cette dernière journée, heureusement qu'il y a double match 16h-20h, je tiens à le rappeler à partir de mardi parce que je Oui. crois que dans les matchs de 16h et les matchs de 20h, il y en a certains, on sera bien content de les avoir qu'en résumé. Bon, en tout cas, c'est cool. On a pu débriefer de ce match de l'équipe de France et de tous les matchs d'aujourd'hui. Est-ce que peut-être vous attendez, allez, histoire de vraiment conclure l'émission bien, vous attendez quoi demain? Espagne-Allemagne, le match Maroc-Belgique, également Japon contre le Costa Rica pour ouvrir la journée, et enfin le petit Croatie-Canada. Allez, moi je commence Belgique-Maroc nécessairement. J'attends une victoire du Maroc ou en tout cas une perf qui permet d'être toujours en vie à la dernière journée. J'ai envie de voir comment on va réagir par rapport à Ziyech. Est-ce que Regragui va le laisser sur le côté? Est-ce que Regragui va mettre Hakimi dans de meilleures dispositions? En plus, Mazraoui risque d'être disponible également. Finalement, ils ont fait les derniers entraînements. Ça a l'air de s'être bien passé. J'ai envie de croire au Maroc face à une Belgique vieillissante. Là, c'est le cœur qui parle parce que la Belgique est bien évidemment favorite dans ces matchs, mais on espère, on y croit. Je pense que vous allez peut-être me parler d'Espagne-Allemagne. Je vous écoute. Qui veut y aller en premier? Oui, Espagne-Allemagne, mais juste 2 mots. Moi, voilà, il y a un rapport de force, je suis curieux de voir et surtout, est-ce que l'Allemagne va changer de formule? Est-ce que l'Allemagne va continuer, à essayer d'avoir, des matchs, très ouverts? Donc je suis curieux de voir ça, voilà. Raph? Moi, je suis plus que curieux. C'est le match de poule de Coupe du Monde qui, Excité. je pense, qui m'excite le plus depuis pas mal de temps. On va dire, c'est Oh là! l'Espagne de Lucho, le Twitcher. Déjà, c'est quelque chose, tu vois. C'est un On est comme lui, collègue. en fait. C'est ça, c'est exactement. Bien sûr que c'est On un est comme lui, collègue. sauf qu'il a l'équipe d'Espagne, tu vois. Et non, non, et l'Allemagne qui pourrait sortir 2 fois de suite en poule de la Coupe du Monde. Dans l'histoire de l'Allemagne, je sais pas si c'est déjà arrivé.
Faudrait faire les historiques, mais ce serait incroyable. Et là, ça va être la folie. Alors après, le Belgique-Maroc, qui m'intéresse parce que tant que le Maroc perd pas, ta dernière journée a quelque chose d'excitant, tu vois. Oui, Donc c'est oui, oui. Tu peux te c'est ça. qualifier avec un 5 points. Le Belgique sort d'un match très heureux. Donc non, non, mais après, le Espagne-Allemagne 20h, ça va être quelque chose de fou. Et moi aussi, comme disait Dan, le rapport de force. Est-ce que l'Allemagne arrivera à avoir le ballon? Est-ce que l'Espagne va les éteindre avec une possession très forte? Est-ce que l'Allemagne va devoir aller les presser de toute façon? Il faut qu'ils prennent le ballon, il faut qu'ils aillent marquer. Donc ils vont être agressifs et voir ce que l'Espagne va être capable de faire contre une équipe totalement différente du Costa Rica qui avait en gros qui s'était assis allongé dans le canapé et qui avait laissé regarder l'Espagne jouer. Voilà, je suis curieux de voir ça. Eh ben, on regardera tout ça et surtout, on sera là pour le débrief demain, les amis. On se retrouvera demain à nouveau à 23h. Comme d'habitude, si vous ratez un salon tactique, la rediffusion sort très très vite sur la chaîne YouTube de l'équipe. Donc, si un soir, pour une raison X ou Y, Et les vous n'êtes pas là, podcasts aussi. sur YouTube, vous l'avez. Il y a les podcasts également, comme Dan nous l'a dit. Et nous, on sera là demain à 23h pour discuter justement Belgique, Maroc, Croatie, Canada, ainsi que, bien évidemment, Espagne, Allemagne et Japon contre le Costa Rica. Le salon tactique, c'est terminé pour ce soir. Je remercie encore une fois Dan et Raphaël de m'accompagner et de nous accompagner pour cette émission. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain, les amis. Ciao, Salut, salut! ciao. Salut, bonne soirée.